ben encore rebonjour. Merci à tous pour votre participation à ce jeudi TI consacré aux résultats du projet R2D2. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant 6 ans, ce projet a accompagné 10 agriculteurs de Bourgogne pour les aider à mettre en place une stratégie de gestion concertée des insectes phytophages à l'échelle d'un territoire de 1300 hectares. Quels sont les leviers qui ont été mis en place par ces agriculteurs et les résultats de performance obtenus? Nicolas Cerruti, chargé d'études en biodiversité fonctionnelle de Terrinovia et pilote du projet, et Domitil Jamais, chargé d'études en système de culture et agronomie, vous diront tout dans quelques secondes. Avant de leur laisser la parole, sachez que ce webinaire est enregistré. Vous pouvez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Et bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat en live. Nous serons ensuite ravis d'y répondre. Nicolas, Domitil, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager mon écran. Donc, est-ce que vous voyez l'écran, Oui, Stéphanie? oui, tout à fait. Ouais. Ah, on n'est peut-être pas au bon endroit. Voilà, ça doit être au Voilà, début. là on est bon. Donc c'est un diaporama qu'on va vous présenter à 2 voix avec Domitil, mais sachez que donc on s'en fait porte-parole de ce projet R2D2, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé, notamment à Terrinovia. Je citerai Mickaël Joloun, qui est donc l'accompagnant du collectif d'agriculteurs, Céline Robert, qui est basée à Rennes, qui s'est occupée de tous les aspects, de traitement des données, sur les régulations biologiques notamment, et puis aussi le labo, DGPC à Rennes pour tout ce qui est mesure des taux de parasitisme et les mesures au champ. Voilà, il faut aussi citer Sylvie Clerget, la technicienne, donc qui a fait aussi, pas mal de mesures. Voilà, donc R2D2, en fait, c'est un projet, qui, met en avant de l'action collective, de l'action concertée, au niveau d'un territoire. Et donc, 1re, diapo, je voulais vous montrer, l'intérêt, de l'approche collective. Pourquoi travailler, la gestion des ravageurs de culture en collectif? Eh bien, tout d'abord parce que les insectes ravageurs sont mobiles. Ils utilisent l'ensemble des composantes du paysage, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas que les cultures, mais ils utilisent aussi, par exemple, les bois ou les bosquets, pour certains pour l'estivation, pour trouver des ressources complémentaires également. Et puis, les populations de ravageurs, mais aussi, d'auxiliaires de culture, en fait, sont sous la dépendance de nombreux facteurs qui s'appréhendent mieux à large échelle. Donc si on veut agir sur ces composantes, c'est bien de prendre un peu de hauteur. D'autre part, les approches individuelles, en fait, sont souvent limitées. On a, des agriculteurs qui travaillent à gérer les dégâts sur leurs parcelles et qui, à l'échelle d'un territoire ont des stratégies un peu déconnectées les unes des autres, et parfois, en fait, on peut avoir des effets contre-productifs. Je pense, notamment si, pour la petite altisse, par exemple, si un agriculteur détruit ses repousses, eh bien, les petites altisses peuvent aller migrer, sur les colzas du voisin. Donc, ça, c'est un effet contre-productif. On peut aussi citer les phénomènes de résistance, en fait, hein. En fait, l'utilisation d'insecticides de manière répétée avec les mêmes familles chimiques peut amener des résistances. C'est un peu, d'ailleurs, une des causes qui a amené la création de ce projet R2D2. On va le détailler par la suite. Et puis, du coup, les approches individuelles aussi, elles peuvent, enfin, elles, ne permettent pas souvent de mettre en place des actions très puissantes et de grande envergure. Donc je pense notamment à ce qui est fait pour la gestion de la qualité de l'eau. On sait que, pour gérer la qualité de l'eau, en fait, on a tout intérêt à travailler à l'échelle d'un bassin versant avec des collectifs d'agriculteurs pour pouvoir justement, concerter, les actions et aller un peu tous dans le même sens. Et donc pour nous, les approches territoriales ouvrent un petit peu le champ des possibles et permettent de tester des nouveaux leviers. Vous allez le voir un peu dans ce webinaire, on va aborder un différent type de leviers. Déjà, je vais présenter un peu les différents concepts qu'on a testés sur le projet, les différents grands axes de travail, et puis Domitil présentera, plus en détail, en fait, les surfaces qui ont été consacrées à ces leviers et les résultats qu'on a obtenus avec. Donc notamment dans ces tests de nouveaux leviers, on peut citer les techniques push and pull, par exemple, ou les techniques d'interculture ou de culture piège, et puis tout le travail qu'on peut faire sur les régulations biologiques en essayant de favoriser les auxiliaires de culture. Donc l'intérêt de ces approches territoriales, vous l'avez compris, c'est donc de mutualiser
les efforts de chacun pour mettre en place une stratégie qui soit cohérente à l'échelle d'un territoire et qui permette en fait de prévenir les dégâts bien en amont des parcelles. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, le projet R2D2, donc c'est un projet défi XP2 qui a commencé en 2018 et comme je le disais tout à l'heure, le contexte en fait au démarrage du projet, c'était, des phénomènes de résistance importants, de l'altise d'hiver et du charançon du bourgeon terminal aux insecticides pyrétrénoïdes, avec des surfaces de colza qui ont été un peu en chute libre, même au niveau de la région Bourgogne, hein, puisque c'est dans cette région que s'est déployé ce projet. Et donc avec des producteurs qui étaient, dans des impasses assez fortes, donc qui, pour certains, étaient complètement démotivés de faire du colza parce que ça devenait de plus en plus difficile. Ces phénomènes de résistance, ils ont été aussi, conjoints avec des sécheresses automnales assez importantes et fréquentes. Et donc, en fait, on a essayé de travailler avec un collectif sur 1300 hectares pendant 6 ans pour essayer de trouver des stratégies un peu complémentaires et qui permettraient en fait de diminuer les applications d'insecticides tout en gérant les problèmes de ravageurs, en sachant que le colza et les insectes d'automne étaient vraiment l'entrée de nos travaux. C'était vraiment le démarrage à porter vraiment sur le colza et les insectes d'automne. Et puis, on a une visée de travailler sur toutes les cultures et les enjeux insectes qu'on a sur le territoire. Donc, les objectifs à long terme qui ont été en fait définis à la fois par Terra Innovia et par le groupe d'agriculteurs, parce que c'est quelque chose qui se fait bien évidemment en concertation ensemble, eh ben, c'était d'augmenter et de stabiliser déjà les surfaces et les rendements du colza qui étaient très bas en démarrage de projet. Et puis, on s'est fixé une cible ambitieuse à long terme, c'est un projet défi Ecophyto, hein, de supprimer progressivement pour atteindre zéro les applications d'insecticides sans compromettre les performances des systèmes de culture. Donc sur cette diapo-là, je vous montre un peu un schéma. Donc je m'excuse pour ceux qui l'ont vu pas mal de fois parce que je le ressors assez souvent, mais je trouve qu'il est assez explicite. En fait, si on part sur le modèle Altis d'hiver et colza, on part sur une population de départ qui est assez importante ici sur la diapo, et ce qu'on vise, c'est en avoir au final le moins possible sur les colzas in fine. Et pour cela, on a déployé avec les agriculteurs une stratégie qui repose sur 3 grands axes de travail. Donc l'axe numéro 1, c'est d'augmenter le contrôle biologique, notamment par des parasitoïdes. On a une dizaine d'espèces de parasitoïdes qui, alors là, je parle pour l'ensemble des ravageurs du colza, hein, mais on en a 2 majoritaires sur l'altise. Donc c'est, d'essayer de favoriser, ces insectes-là pour, augmenter le contrôle biologique. Donc pour mémoire, pour ceux qui suivent un peu le projet, on était, sur notre premier territoire d'étude, donc en 2018, on était, sur des niveaux de régulation qui étaient proches de zéro. Donc, ça nous a conforté dans l'importance de travailler cet axe-là en priorité. Et puis dans le deuxième grand axe, j'ai noté attirer les altises en dehors des parcelles de colza et les détruire. En fait, le principe, c'est d'essayer, par le processus enfin, par la technique d'interculture piège pilotée que je vais détailler juste après, de détourner partiellement les altises qui sont présentes sur le territoire pour faire en sorte qu'elles aillent moins sur le colza, qu'elles soient attirées par les intercultures, et puis qu'à la fin, on puisse, en hiver, détruire ces intercultures et les ravageurs qui sont dessus. Et puis dans le troisième grand axe de travail du projet, c'est tout ce qu'on appelle les leviers agronomiques de robustesse. En fait, c'est d'essayer de faire en sorte que la culture, elle soit moins impactée, au final par la rencontre avec le ravageur. Donc là, ça passe par, toute une série de leviers agronomiques. Je vais les détailler juste après aussi. Donc retenez que cette stratégie, en fait, elle est assez intéressante parce qu'elle combine différentes échelles, de la parcelle au paysage, qu'on considère à la fois les cultures et aussi les espaces non cultivés. Donc ça, on va le voir aussi juste après. Et puis, on travaille en concertation de manière coordonnée plutôt que de travailler chacun chez soi. Donc voilà pour le gros de la stratégie. Maintenant, je vous propose de prendre en fait chaque grand axe de manière individuelle pour voir un peu les principes qu'il y a derrière, avant que Domitil détaille un peu les chiffres et tous les résultats qu'on a pu obtenir. Donc ce premier grand axe, augmenter le contrôle biologique, en fait,
ça part du principe que les auxiliaires de culture, de manière générale, et particulièrement les parasitoïdes, ont besoin de ressources fleuries, donc notamment de nectar pour... c'est leur carburant, en fait, le nectar, c'est le carburant des insectes, un petit peu pour le vol, pour la recherche active des proies, et il intervient aussi dans l'activité de ponte, donc il influence les taux de parasitisme et donc directement les régulations biologiques. Donc l'idée, ça a été d'essayer de renforcer la ressource florale présente sur le territoire du projet en mettant en place des mélanges fleuris à proximité des parcelles, donc sur les bordures de parcelles, et donc de semer sur des bandes de 5 mètres de large le mélange que je vous ai cité ici. Vous voyez quelques illustrations de ce qui a pu être fait sur le territoire. Donc on voit des bandes fleuries qui sont plutôt réussies là. Donc on a fait aussi pas mal de tests pratiques avec les agriculteurs sur comment pérenniser ces espaces, comment les rendre plus fonctionnels, comment faire en sorte qu'on ait plus de dicotylédones et moins de graminées. Enfin voilà, il y a tout un travail aussi par rapport au fait de maintenir ces bandes et de les rendre plus efficaces. Donc si maintenant on passe au deuxième grand axe, donc je vous ai fait un petit schéma explicatif parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des intercultures pièges. Je pensais que c'était important d'essayer de vous schématiser un peu tout ça. C'est pour nous une stratégie qui est intéressante à considérer à l'échelle d'un territoire. C'est pour ça qu'on l'a déployé dans le projet R2D2 et qu'on a mis ça en place dès 2019. Donc si vous considérez ici, j'ai mis deux pictos colza pour voir qu'on a deux parcelles de colza sur le territoire. Alors là, je l'ai mis en fleurs pour que vous voyez bien, mais il faut penser qu'on est à l'automne. Donc à l'automne, donc avec les premiers vols d'altise, si on a sur le territoire simplement du colza et qu'on n'a pas la technique d'interculture piège qui est déployée, donc toutes les surfaces attractives pour les altises, en fait, c'est uniquement les surfaces de colza. Et sur le territoire R2D2, j'ai pris l'année 2021, l'année de récolte 2021, enfin l'année 2021 pour vous montrer qu'on a comme surface attractive 128 hectares. Maintenant, cas numéro 2, et c'est ce qu'on a fait sur le territoire, on rajoute de l'interculture, dans les mélanges d'interculture des agriculteurs, on rajoute du radis, hein, qui est une culture, une crucifère aussi attractive pour les altises, hein, dont l'attractivité est démontrée. Et bien dans ce cas-là, on va augmenter les surfaces potentiellement attractives pour ces insectes à l'échelle du territoire, et donc passer de 128 hectares de colza à 400 hectares au total de, de culture attractive, puisqu'on a rajouté du radis. Donc là, c'est vraiment le cas, ce qu'on a eu sur le territoire R2D2. Donc vous voyez qu'on a eu l'effet de multiplier par 3 en fait la surface potentiellement attractive pour les insectes, avec deux effets attendus. L'effet attendu à l'année N, en fait, hein, en automne, c'est déjà d'avoir moins d'attaques moins de présence d'adultes sur les colzas, on attend un effet de dilution, c'est-à-dire d'avoir plus de surface attractive, donc d'individus sur les parcelles de colza qu'on souhaite protéger. Et puis en année N+1 et suivante, de réduire peu à peu le stock d'altise parce que les couverts sont détruits mécaniquement en hiver. Donc voilà le principe de ces intercultures pièges pilotées. Et puis le troisième grand axe, c'est tout ce qui est limiter les dégâts dans les parcelles, donc avec les techniques agronomiques de robustesse, donc favoriser ce qu'on appelle la robustesse du colza. Donc j'ai cité les semis précoces avant le 15 août pour bénéficier des pluies et avoir des plantes qui ont dépassé le stade 4 feuilles quand on a l'arrivée des altises. Des variétés, on a tout un travail à l'Institut qui est fait sur la vigueur au démarrage des variétés pour essayer de garantir une croissance très très rapide et dynamique au démarrage et donc avoir une bonne implantation quand les insectes arrivent. Et puis tout ce qui est association donc avec les légumineuses gélives, pardon, et les aspects aussi de fertilisation au semis qui sont des leviers qui sont assez éprouvés et reconnus pour fonctionner au niveau du colza. Donc j'ai mis un petit schéma aussi en haut là qui permet de voir en fait que plus on a de pois frais en entrée d'hiver, plus on va avoir de chances d'avoir des plantes saines à floraison. Et donc ça démontre l'intérêt d'avoir cette croissance dynamique et vigoureuse du colza pour avoir un maximum de biomasse en entrée-hiver.
Donc voilà pour ces différents axes de travail. Maintenant, je vous propose de voir comment cette stratégie elle a été déployée sur le territoire. Et donc, je passe la parole à Domitil. Mmh. Merci Nicolas. Donc voilà, comme Nicolas vient de vous le dire, je vais maintenant essayer de vous présenter à quelle ampleur cette stratégie elle a vraiment été mise en place sur le territoire et puis ensuite quelques résultats de performance. Donc voilà, donc pour commencer avec les leviers de gestion agroécologique des ALTIS déployés sur le territoire, vous avez ici un tableau qui reprend les trois grandes catégories que Nicolas vous a présentées tout à l'heure. Donc, à savoir, pour commencer, l'amélioration des régulations biologiques, qui passe par la mise en place de bandes fleuries et du maintien de zones en jachère. La création de milieux défavorables aux ravageurs, avec donc la mise en place d'intercultures pièges. Et le travail sur la robustesse des cultures, avec un focus sur le colza. euh, Parce que donc c'est la culture sur laquelle on a majoritairement travaillé dans le cadre du projet R2D2. Pour commencer donc avec les bandes fleuries, donc on a 8 hectares de bandes fleuries qui ont ainsi été mises en place peu après le début du projet et qui ont été maintenues jusqu'à aujourd'hui. Là, en 2023, on a encore un peu plus de 8 hectares de bandes fleuries que les agriculteurs continuent de maintenir sur leurs exploitations sur le territoire. Avec quand même, il faut le noter, une certaine difficulté pour entretenir ces bandes fleuries et notamment arriver à maintenir les espèces à fleurs vis-à-vis des graminées. Donc, il s'agit d'un des enjeux qui sera à relever pour la suite du projet. En tout cas, continuer à travailler sur cet axe en parallèle du maintien, voire l'augmentation des surfaces de bandes fleuries pour la suite. Concernant les jachères, on a une cinquantaine d'hectares sur le territoire. Euh, Ensuite, pour la deuxième catégorie, comme le disait tout à l'heure Nicolas, une vraie réussite de ce projet R2D2 est d'avoir conçu ces intercultures pièges pilotées. Et c'est en tout cas un levier qui paraît assez prometteur. Et c'est en tout cas une pratique qui a été largement adoptée par les agriculteurs du territoire. Avec, vous voyez, 272 hectares en 2021 et presque 200 hectares en 2023, qui représentent 80% des surfaces d'interculture longue et même l'intégralité des surfaces d'interculture longue pour quatre des agriculteurs sur les 7 qui étaient enquêtés ici. Donc vraiment, c'est un levier que les agriculteurs ont largement adopté et mettent largement en place sur leurs exploitations. Enfin, pour les leviers de robustesse du colza, on voit que certains agriculteurs mobilisaient déjà certaines pratiques là, au début du projet en 2019. Mais on a quand même une large augmentation du nombre de leviers qui ont été adoptés, euh, que ce soit sur la fertilisation au semis ou le choix d'une variété vigoureuse au démarrage, où là on voit qu'on a 100% des surfaces en 2023 qui mobilisent ces deux leviers-là. Mais aussi le semi-précoce est une pratique qui est largement adoptée par les agriculteurs. Après, c'est seulement l'association avec des légumes, enfin, du colza avec des légumineuses gélives qui n'est pas adoptée par tous les agriculteurs du groupe, mais bon, ça représente quand même 65% des surfaces en 2021, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Donc voilà, on a vraiment noté et on peut vraiment conclure sur un fort intérêt du collectif d'agriculteurs pour cette stratégie de colza robuste. Et voilà, ils se sont bien appropriés la stratégie et mettent quand même globalement largement en place ces leviers sur leur culture. Euh, Merci. Donc voilà, donc ensuite on a, au-delà de noter vraiment les surfaces qui mobilisent ces différents leviers, on a également enregistré toutes les pratiques des agriculteurs depuis le début du projet sur le territoire, toutes leurs pratiques culturales, ce qui nous a permis de calculer différents indicateurs de performance sur lesquels je vais revenir après. Et ça nous a notamment permis de calculer les IFT. Et donc, je vais commencer là par vous présenter les traitements insecticides sur sur les cultures majeures du territoire, donc à savoir colza et orge. On a comparé les données du territoire à celles des fermes Défi Bourgogne que vous voyez en jaune sur les graphiques, seulement sur les années 2019, 2020, 2021 pour lesquelles on a pu avoir des données pour les fermes Défi.
Donc voilà, avant de rentrer dans le détail des graphiques, dans le détail des graphiques et des IFT, je voulais juste faire remarquer que là, on compare les données à celles du réseau Défi, qui, si vous ne connaissez pas le réseau, est engagé dans une démarche de réduction des insecticides. Donc voilà, on est déjà sur des fermes qui sont assez performantes en termes de réduction d'intrants, ce qui biaise un peu la comparaison. Mais voilà, ça vous permet aussi de voir ces graphiques qu'on est déjà sur des valeurs globalement assez faibles d'IFT sur notre territoire R2D2, même dans les premières années du projet. Donc on est sur déjà un territoire assez économe en termes de traitement insecticide. Voilà, si je rentre maintenant dans les détails là, des trois cultures, on a des tendances assez différentes entre les trois cultures. Donc pour commencer, le colza, qui est la culture sur laquelle vraiment le collectif d'agriculteurs a engagé un vrai travail. On peut noter une baisse des insecticides à partir de l'année 2020, la deuxième année du projet. Voilà, qui s'est maintenue l'année suivante, et même si en 2023, pour le coup, on a un peu une petite hausse d'insecticides, on est autour de 2,3 d'IFT, insecticides. Mais voilà, malgré tout, si on compare les 3 dernières années du projet aux 2 premières années du projet, on note une baisse de l'IFT insecticide de 39%, ce qui est quand même non négligeable. Et voilà, on se situe globalement dans les mêmes ordres de grandeur que les IFT des fermes Défi, avec même en 2021 un IFT insecticide qui est 2 fois plus faible dans le réseau d'agriculteurs que sur les fermes Défi. Après, il y a quelque chose que je vous ai pas montré sur ces graphiques-là, c'est les surfaces de colza et les rendements. On a pu noter donc une véritable augmentation et une stabilisation à la fois des surfaces et des rendements de colza, qui était un objectif majeur du collectif d'agriculteurs au début du projet et qui constitue du coup une vraie réussite pour le groupe, d'avoir réussi à augmenter et maintenir ces surfaces et rendements. En revanche, concernant l'orge d'hiver, donc là le deuxième graphique au milieu, on constate une augmentation des IFT insecticides à partir de 2020. Cette augmentation, on a pu la mettre en relation avec l'interdiction des néonicotinoïdes, qui étaient alors utilisés en traitement de semences. Et les traitements de semences donc, n'apparaissent pas dans les IFT insecticides qu'on vous présente ici. Donc voilà, suite à l'arrêt de ces néonicotinoïdes qui étaient en traitement de semences, les agriculteurs les ont remplacés par des traitements insecticides à l'automne, que l'on voit donc sur ce graphique dans l'augmentation des IFT insecticides. Donc voilà, utilisés en passage à l'automne contre les pucerons et les cicadelles pour limiter les risques de virose ensuite sur l'orge. Donc voilà, donc on constate là cette augmentation avec un IFT qui est du coup entre 1 et 1,5 depuis 3 ans sur le territoire. Et enfin, donc pour le blé, qui est la culture majeure sur le territoire, on a pour le coup un IFT insecticide assez stable et assez faible, entre 0,5 et 1. Voilà, juste pour conclure, là, avant de passer sur la slide suivante, je voulais donc juste rappeler le fait que ces progrès là importants qu'on voit sur le colza et qu'on ne voit pas sur les autres cultures s'expliquent par le fait qu'on a travaillé majoritairement sur le colza. Et en plus, on se heurte à la difficulté de trouver des leviers alternatifs disponibles pour gérer les risques de pucerons et de cicadelles en orge, qui sont un véritable problème pour les agriculteurs. Voilà, donc on a des pistes pour la suite. Enfin, ça fait vraiment partie des enjeux qui sont à travailler dans la suite du projet, avec différentes pistes qui ont pu être évoquées, comme le levier variétal avec des variétés d'orge résistantes à la JNO, qui est une piste à explorer pour la suite. Voilà, tu peux passer à la slide d'après. Donc voilà, sur cette slide d'avant, on était vraiment sur les IFT insecticides, qui est quelque chose de pertinent à regarder parce que ça montre vraiment les résultats concrets de l'évolution des pratiques de traitement des agriculteurs. Mais on est allé un peu plus loin et on a cherché aussi à comprendre le raisonnement des traitements insecticides par les agriculteurs, qui est ce que je vous présente donc sur cette slide-là. Donc l'objectif, c'était de voir si l'accompagnement du collectif et donc toute la sensibilisation sur les pratiques de gestion agroécologique a également conduit les agriculteurs à changer leur manière de réaliser les traitements. Donc voilà, pour ça, on a réalisé des enquêtes auprès des agriculteurs pour donc identifier les traitements qui sont réalisés de manière systématique et les traitements qui sont déclenchés de manière optionnelle. Donc voilà, sur la première ligne, vous avez le colza.
Et donc, on note que donc, on avait des traitements qui étaient réalisés de manière systématique au début et qui ont été complètement arrêtés à la fin du projet en 2023. On est maintenant uniquement sur des traitements optionnels qui sont donc déclenchés par les agriculteurs suite aux observations qu'ils réalisent sur leurs parcelles en lien avec les règles de décision, colza robuste et tout l'accompagnement donc, qui a été mis en place autour de ces sujets. Voilà, concernant l'orge d'hiver, en revanche, donc sur la ligne suivante, on a encore en 2023, à la fin du projet, un traitement systématique qui est réalisé. Donc, c'est un insecticide à l'automne qui est fait sur 100% de la surface en orge du projet. Et voilà, on a pu noter au cours de nos enquêtes une certaine difficulté à s'affranchir de ce traitement systématique. Parce que donc c'est un traitement voilà, qui est pas très cher, qui est réalisé en même temps que le passage d'herbicide, donc c'est quelque chose d'assez facile à faire et de très sécurisant. Euh, donc voilà, difficile de s'affranchir de ce traitement systématique aujourd'hui sur l'orge. Et enfin, sur le blé, donc on n'a pas de traitement systématique, uniquement un traitement optionnel donc, qui est déclenché donc, selon différentes conditions, donc en cas de semis très précoce ou d'observation de risques sur de ravageurs pardon, sur les parcelles. Voilà, ouais, nickel, merci. Du coup, je vais conclure parce qu'il reste plus très longtemps. Je vais conclure cette partie résultats avec donc l'analyse globale des performances à l'échelle du territoire entre les années donc 2019 à 2023, donc toutes les années du projet R2D2, pour différents indicateurs. En particulier, donc les indicateurs de performance technique tels que l'IFT et les indicateurs de performance économique tels que la marge et l'EBE. Donc dans ce tableau, on a comparé donc, les performances du territoire 2D2 à celles des fermes Défi Bourgogne pour l'IFT et à celles de la région de Lyon à partir des données du réseau comptable de Lyon. Donc on peut noter hein, que pour les IFT donc total comme herbicides, fongicides ou insecticides, sur le territoire 2D2, on est inférieur à la région Bourgogne. Voilà. En revanche, on note pas de réelle diminution, enfin réduction de l'IFT insecticide, hein, que vous pouvez voir, vous pouvez voir ici, mais seulement voilà, des variations interannuelles qui sont aussi à mettre en lien avec les conditions de l'année. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, on est sur des valeurs d'IFT qui sont globalement très faibles, ce qui, à l'échelle du territoire, ce qui explique aussi voilà, la difficulté d'arriver à réduire significativement et de manière pérenne les IFT. Et voilà, donc juste un petit mot concernant les marges. Donc, on peut voilà, noter que les marges sont globalement maintenues, bien que inférieures à la référence du territoire de Lyon. Mais sur ce plateau là particulier sur lequel est implanté le collectif R2D2, on est aussi sur des terres à plus faible potentiel, ce qui explique hein, l'écart un peu négatif par rapport à la région Bourgogne. Mais voilà, globalement, un maintien des marges et une forte variation aussi à mettre en lien avec les conditions économiques ou climatiques de l'année. Voilà, je vais te laisser conclure du coup, Nicolas. Merci Domitil. Donc une petite diapo de conclusion perspective par rapport à ce projet. On a déjà à dire que de notre point de vue, l'action collective offre des possibilités nouvelles en matière de gestion des ravageurs de culture. Vous avez vu qu'on a, avec les agriculteurs, travaillé à de nouvelles possibilités, à de nouveaux axes de travail, de nouvelles opportunités, notamment l'interculture piège qui pour nous est assez prometteuse, comme le disait Domitil. Donc c'est une technique qui est actuellement en cours d'évaluation à Terra Innovia avec pas mal de partenaires, notamment dans la partie nord de la France. Donc voilà, il y aura sans doute d'autres webinaires pour présenter ces résultats-là, mais en tout cas, les premiers résultats qu'on a sont assez prometteurs. Ce projet R2D2, il a permis aux agriculteurs de concevoir et d'expérimenter une stratégie de gestion agroécologique de l'altise d'hiver. Vous avez vu que c'est sur l'altise d'hiver qu'on a le plus de leviers d'action et qu'on peut combiner différentes approches de l'échelle de la parcelle à l'échelle du paysage, pardon. Et puis que l'approche déployée a permis d'améliorer les performances sur cette culture donc, comme Domitil le disait, d'augmenter significativement les surfaces
qui était tombé très très bas en début de projet. Je crois qu'on était autour de 60 hectares de colza et on a réussi à passer la barre des 180 hectares en fin de projet. Donc on a une bonne augmentation des surfaces et une stabilisation aussi des rendements qui était aussi très bas en début de projet. Donc là, on a presque atteint le potentiel de la culture à 30 quintaux sur les plateaux. Et puis, bah, vous avez vu que les niveaux d'IFT étaient, en tout cas sur le territoire, même s'ils ne sont pas à zéro, ils sont systématiquement inférieurs au territoire des FIT Bourgogne, qu'on a pris en référence. Alors, on l'a que sur les 3 premières années du projet, mais on va faire l'exercice de collecter ces données aussi pour la suite. Donc, c'est en tout cas assez encourageant. Et comme le disait Domitil, bah, difficile aussi de progresser encore davantage quand on est déjà aussi à des niveaux finalement aussi faibles, hein. C'est à mettre en regard des IFT aussi nationaux qui sont beaucoup plus élevés, hein, sur cette culture. Et puis, bah, donc dans les années qui viennent, donc on prépare une suite, hein, du projet R2D2 avec de nouvelles orientations, notamment de renforcer l'accompagnement technique des agriculteurs autour des cultures de céréales et protéagineux, et pour tout ce qui est gestion des dégâts d'insectes qui sont associés à ces cultures, donc notamment le risque de transmission de jaunisse sur l'orge, et puis sur le pois, notamment le travail sur la bruche aussi, puisqu'on a de très fortes pressions de bruche là en fin de projet, donc on a des cultures, enfin enfin, de pois qui sont très impactés par la bruche, donc ça devient un axe majeur à travailler pour les années qui viennent. Et puis, pour finir, ben, en fait, on souhaite aussi renforcer l'accompagnement des agriculteurs sur tout ce qui est régulation biologique. On a parlé des bandes fleuries. On pense, d'après la bibliographie et les études récentes qui sortent, bah, que si on veut travailler davantage cet axe-là, ben, ça sera sûrement en augmentant aussi les surfaces favorables d'espaces semi-naturels, donc favorables pour ces auxiliaires à l'échelle du territoire. Et il y a beaucoup de freins, en fait, pour travailler cet axe-là avec les agriculteurs, notamment les freins, alors à la fois techniques, hein, pour la mise en place, l'entretien de ces espaces, et puis aussi la prise de risque, ou en tout cas les pertes économiques qui peuvent être liées aussi au remplacement de surfaces cultivées par des surfaces de bandes fleuries, par exemple, qui sont non productives. Donc voilà, travailler aussi cet axe sur comment on peut inciter financièrement, ou alors indemniser la prise de risque pour changer, pour reconcevoir en profondeur en fait les systèmes de culture, et notamment intégrer la dimension paysagère. Donc voilà, je pense que j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention, et puis je pense qu'on peut passer aux questions si vous en avez. Tout à Je ne sais fait. pas si on est bon au niveau du timing, Merci. Stéphanie. Oui, on est bon au niveau de la présentation, au niveau du timing, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Cette présentation très claire, très complète. Il y a quelques questions, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, j'ai du mal à comprendre sur quel ravageur précisément le projet R2D2 a travaillé, Altis d'hiver ou ensemble des coléoptères ravageurs d'automne. Est-ce que l'un des deux peut préciser, apporter cette précision? Alors, le projet, au départ, il a démarré parce qu'il y avait des problèmes sur d'Altis d'hiver et de Charançon-du-Bourgeon terminal. Donc c'est les deux principaux ravageurs qui étaient au centre de l'attention au début du projet. Maintenant, vous avez vu, on est sur une démarche globale, on est sur un territoire, on travaille sur le colza, mais on essaye aussi de travailler sur les céréales, puisqu'on a un accompagnement technique des agriculteurs qui se fait de manière continue. Donc on essaye de travailler un peu sur tous les aspects. Et donc l'ambition du projet, c'est bien d'intégrer l'ensemble des grands enjeux ravageurs sur le territoire, même si, comme vous l'avez vu, on a commencé par ce qui posait le plus de problèmes aux agriculteurs, et c'est ce sur quoi ils nous ont demandé de les accompagner au départ. C'est les coléoptères d'automne, surtout donc Altis d'hiver et Charançon-du-Bourgeon terminal, en priorité. Très bien, merci Nicolas. Une autre question. Bonjour, quel risque vis-à-vis des maladies d'augmenter la présence de crucifères dans les couverts, hernie notamment? Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous remonte, hein, bien sûr, ces problématiques de hernie. Donc ce qu'il faut voir, c'est que là, on essaye de trouver des solutions dans un contexte précis. Et dans le cas, nous, de notre secteur là, on n'a pas de problème de hernie. Donc en fait,
Plutôt que de voir cette technique-là comme quelque chose qui doit être dupliqué peut-être et qui ne pourra pas l'être partout, hein, si vous avez effectivement un risque de RMI, c'est sans doute pas recommandé. C'est plutôt de voir en fait que il peut y avoir des stratégies de ce type-là. Ça se trouve, ça sera peut-être pas sur votre territoire les intercultures qui pourront servir pour diluer la présence des altismes. Il y aura peut-être d'autres possibilités. En tout cas, effectivement, c'est un enjeu fort, on en est conscient. C'est pour ça que c'est vraiment à prendre en compte en fonction de vos particularités aussi territoriales. Mais nous, ça posait pas de problème pour les agriculteurs. Parfait, merci beaucoup. Une autre question, l'IFT a diminué. Ça, c'est une question qui est intervenue dans la première partie de la présentation. Donc, l'IFT a diminué, mais est-ce que c'est le même cas pour l'IFT toxicité? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé dans votre présentation avec tous les Donc chiffres? l'IFT, c'est un indice de fréquence de traitement qui traduit donc l'intensité, la fréquence des traitements insecticides. La toxicité, c'est vrai que c'est autre chose en fait, hein. C'est des paramètres qui sont notamment liés à des éléments comme la dose létale 50, c'est-à-dire la dose qui cause la mortalité de 50% des populations. Alors ça dépend aussi des organismes. Nous, c'est vrai on s'est centré sur les fréquences de traitement, qui est un indicateur qui est couramment utilisé, et on n'a pas regardé cet aspect toxicité des matières actives. C'est quelque chose qui pourrait être fait. Il y a aujourd'hui des bases de données qui comprennent la toxicité des produits. Encore faut-il le regarder par rapport à certains organismes, hein, comme les abeilles ou comme voilà, ça ne sera pas la même toxicité pour tous les organismes, bien évidemment, mais c'est un travail que nous, on n'a pas fait encore à ce stade. Parfait, merci beaucoup. Une autre question sur les couverts pièges. Comment sont gérés les couverts pièges et quelles règles de décision dans l'implantation et la destruction? Alors en fait, les couverts pièges, c'est une technique qui est un peu nouvelle. Vous avez vu le principe. Dans ce principe-là, notamment, on a commencé à élaborer, enfin à, à poser des conditions en fait. Et l'objectif des travaux actuels à Terra Innovia, c'est de voir quand est-ce que ça marche et quand est-ce que ça marche pas. Et donc, on a commencé par conseiller une implantation à hauteur de 20 à 30 plantes par mètre carré de radis dans les couverts, avec des conditions aussi par rapport au stade du colza, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que si le radis était pas au bon stade par rapport au colza, donc beaucoup plus, on va dire plus tardif, enfin il a été semé plus tard et qu'il est plus gros que le colza, ça pourrait ne pas fonctionner. Donc en fait, on est vraiment en train actuellement, c'est pour ça que je vais pas vous donner de règles strictes, mais on est en train d'évaluer les différentes conditions. Donc quelle densité, quel stade du radis par rapport au colza, quelle proportion de radis, enfin quelle proportion d'interculture dans le territoire par rapport au colza, tout ça, c'est des éléments qui sont susceptibles d'interagir et de moduler l'efficacité. Vous imaginez par exemple sur un territoire là, sur R2D2, je vous ai cité un exemple où on avait 3 fois plus de surface euh, quand on avait du radis par rapport au colza. Si on imagine que sur le territoire on a 100 hectares de colza et qu'on a seulement 20 hectares d'interculture, l'effet dilution attendu et destruction aussi des larves mécaniquement risque de ne pas être le même. Donc après, ce qui est fait pour la destruction de ces couverts, c'est pour ça que qu'on l'appelle interculture piège pilotée, c'est que Michael, qui est la personne qui accompagne le groupe d'agriculteurs, va suivre la présence larvaire dans ces intercultures par rapport au colza et donner en fait une indication de déclenchement des destructions des couverts en hiver quand on a atteint un certain niveau de croissance des larves pour avoir un maximum d'efficacité en fait dans la destruction des couverts. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. J'ai essayé voilà, de cibler un peu tous les points. Voilà, c'est quelque chose qui est actuellement travaillé à l'Institut pour lesquels on va prochainement sortir des préconisations sans doute. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Encore deux autres questions. Les cultures pièges, donc, est-ce que les cultures pièges, toujours sur les cultures pièges, est-ce qu'elles n'augmentent pas la quantité des ravageurs? Alors, on aurait pu imaginer de dire que cet effet dilution, par exemple, enfin, on aurait pu l'avoir avec du colza, si on avait plus de colza. Le problème, c'est que
quand vous avez une culture qui vient à bout de son cycle, vous allez effectivement nourrir ces espèces et les faire diffuser dans le paysage l'année d'après. L'intérêt des intercultures pièges, là, c'est bien, j'ai cité deux effets attendus. Le premier, c'est la dilution, c'est-à-dire d'avoir moins d'adultes et donc moins de larves sur les colzas. Et la deuxième intention, c'est bien, après destruction mécanique du couvert en hiver, de détruire les bestioles qui ont été piégées dans ces couverts-là. Donc comme le couvert est détruit, et ça on l'a vérifié on a mesuré en fait les adultes qui émergeaient après de ces intercultures, on a vu que la destruction mécanique permettait la destruction des ravageurs qui étaient piégés à l'intérieur. Très bien. Donc on a pour l'instant, les signaux sont plutôt ouverts en tout cas dans ce type d'approche territoriale. Après, quand on veut raisonner la protection du colza simplement par des intercultures qui seraient mises de manière adjacente au colza, si on raisonne juste à la parcelle, c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, sur un territoire comme ça, avec des proportions comme on a nous, on a de fortes chances de penser que ça améliore vraiment la situation. Parfait, merci. Et enfin, une dernière question. Est-ce que toutes les crucifères sont susceptibles de favoriser le développement de la hernie? Alors là, moi, la hernie, voilà, je connais pas bien, enfin les plantes hôtes, j'imagine que oui, je n'ai pas la réponse. Franchement, je vais Ouais, pas donner la on réponse, n'a je l'ai pas pas. Je sais pas, Domitil, toi, si tu l'as. non, d'accord. Pardon, oui, non, je sais pas. Ouais. Non, ouais, j'ai pas Ça n'a pas l'élément. été, pour l'instant travaillé à l'Institut. Ah si, Heu, sûrement. Si, si. sûrement à l'Institut, si, mais après nous, voilà, moi personnellement, j'ai pas la réponse, mais je pense que dans l'auditoire, certaines autres personnes de Terrenovial l'ont certainement. Bah, si vous avez la réponse, vous hésitez pas à, mmh, à l'ajouter, sur le chat. Moi, j'avais également 2 petites questions pour finir ce webinaire. Une partie des actions conduites, qui ont été conduites dans R2D2 vise à améliorer les régulations biologiques. Est-ce que vous avez observé une amélioration des niveaux de régulation à la suite du travail effectué sur le territoire? Alors, on n'a pas, eu de grosse évolution des régulations biologiques. Alors c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas montré. On a eu pas mal de résultats, on a fait des choix pour cette présentation. En fait, on a des niveaux qui sont aujourd'hui, pour l'altise autour de 20-25 % sur le territoire du projet. Donc, on a une variabilité intraparcellaire, interparcellaire, interannuelle. Mais en fait, on n'a pas de tendance à l'augmentation des régulations biologiques sur ces insectes-là à l'échelle territoriale. Probablement parce que donc vous avez vu qu'on a travaillé l'axe régulation biologique au travers des ressources apportées aux insectes. On pense que pour avoir un effet plus marqué, il faudrait avoir beaucoup plus de semis de fleurs notamment. Et il y a aussi des dynamiques interannuelles qu'on a du mal à comprendre encore aujourd'hui. C'est un sujet qu'on est en train d'étudier. Donc non, on n'a pas vu d'évolution. Après, je vous ai dit, il y a pas mal de freins à travailler cet axe-là avec les agriculteurs et c'est aussi pour ça qu'on cherche de nouveaux moyens d'inciter à la mise en place de bandes fleuries notamment. C'est tous les aspects financiers. En fait, les agriculteurs, vous avez vu, ils ont mis presque 10 hectares de bandes fleuries sur le territoire. Ils arrivent à les maintenir en pérenne, mais quand on veut passer au-delà, c'est compliqué parce que ça demande aussi de l'entretien, ça demande de sortir aussi des surfaces cultivées, de l'assolement, sans savoir exactement ce qu'on va gagner concrètement au niveau des rendements derrière. Donc on sait effectivement que ça augmente les auxiliaires de culture présents. On sait aussi qu'il y a un effet débordement de la part de ces bandes fleuries jusque dans les cultures au niveau des régulations biologiques. Ça s'est travaillé aussi beaucoup à l'INRAE. Maintenant, c'est difficile de chiffrer les gains et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles c'est dur d'amener les agriculteurs à travailler ces axes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de trouver des moyens aussi d'incitation financière pour inciter à aller plus loin et à travailler plus cet axe-là. Parfait, merci beaucoup Nicolas. Une dernière petite question, même si on a un peu débordé, cette fois-ci. En démarrage de projet, vous avez concentré vos efforts sur la culture du colza et les ravageurs d'automne. Quels sont les autres grands enjeux à aborder maintenant en matière de gestion des ravageurs? Euh,
Alors, je sais pas, Domitil, je monopolise un peu la parole. Ben, en fait, tu compléteras si. En fait, on a dans les grands enjeux, ben, ça a été plus ou moins dit, on a la bruche hein, sur le poids qui est assez préjudiciable. Là, je disais, on a jusqu'à 70% de taux de grains bruchés là, sur les parcelles de pois la dernière année. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas aussi important en démarrage. Donc là, on va axer beaucoup sur ce ravageur-là, essayer de trouver des moyens de. Déjà, on est déjà en train hein, d'essayer, mais de développer des essais un peu prospectifs là-dessus. Et puis, ben, c'est d'essayer de travailler aussi sur tout ce qui est transmission par les pucerons de virose, enfin, en tout cas, limiter le risque virose jaunisse sur l'orge. Parce que vous l'avez vu, c'est une des principales causes aussi des traitements systématiques à l'automne. Donc c'est un autre grand enjeu pour les suites du projet. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, encore une question. Quel levier vous testez contre les bruches, justement? Alors en fait, c'est vraiment prospectif là, hein. À l'heure actuelle, chez un agriculteur, on essaye en fait des techniques push and pull. Donc on a trouvé des éléments dans la biographie de certaines plantes qui peuvent amener un effet attractif ou répulsif vis-à-vis de certaines espèces de bruches. Alors c'est pas la même que celle qui nous concerne là, mais en tout cas voilà, on s'est dit qu'on allait avancer. Ça fait aussi partie du travail d'animation du collectif que de tester des choses, même si on ne sait pas du tout où ça va nous mener. Mais en tout cas, voilà, on teste avec de la moutarde et de la facélie. Là, on a testé d'encadrer des parcelles avec ces plantes de service-là pour voir si on avait si on pouvait bénéficier de cet effet attractif-répulsif pour éloigner les bruches de nos parcelles de pois et de lentilles. Parfait. Voilà. Merci, merci beaucoup. Alors, il y a dans le chat, n'hésitez pas à aller voir. Donc, il y a 2 liens qui peuvent vous intéresser. Alors, merci à Carolina qui a donc mis une référence à un lien de notre site internet sur la hernie. Et également, je vous ai indiqué le lien sur le projet, sur notre site web, donc le projet R2D2 qui a sa page web dédiée. Vous y retrouvez donc toutes les actualités qu'on a publiées au fil du projet. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci Nicolas et Domitil, et merci à tous pour votre participation à ce webinaire. On espère que ça vous a intéressé. On vous donne rendez-vous dans 15 jours, donc jeudi 24 octobre, pour parler de colza bio. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à le liker, à le partager sur vos différents réseaux. Merci à tous, très bon après-midi et à très bientôt.